Bleuette. Il était une fois, le fait n'est pas récent, dans un manoir du Rhin, un baron très puissant, de qui tous les vassaux maudissaient l'avarice. Sa femme avait été Jadis, la bienfaitrice du pays, et son cœur n'était que charité. Mais pour longtemps jamais un ange n'est prêté. Pendant quelques beaux jours, la terre à Dieu l'emprunte, puis il remonte au ciel. La baronne défunte avait laissé pourtant derrière elle une enfant, de ses vertus témoins, souvenirs vivants. 15 ans, blonde, chétive, on la nommait Bleuette, ainsi qu'un colibri dans un nid de chouette. Sa jeunesse égayait le château triste et nu. Le baron, qui s'était quelque peu contenu, devint encore plus dur quand sa femme fut morte. Dès l'aube, ayant son seul écuyer pour escorte, il s'en allait au bois, l'épervier sur le poing. Bleuette aimait son père et ne l'accusait point, mais trouvait cependant bien tristes les journées qu'elle passait parmi les tentures fanées, dans ce manoir glacé, désert et solennel, où l'on ne faisait pas de feu, même à Noël. Comme le temps paraît moins long quand on l'occupe, la mignonne parfois se taillait une jupe dans les draps ramagés, dans les vieux lampas, dont sa mère jadis rehaussait ses appâts. Car jamais le baron, la pauvre fillette, n'avait donné le moindre écu pour sa toilette. Le vilain homme était bien trop ladre pour ça. Bien plus, après la mort de sa femme, il cessa, quoiqu'à la sainte dame il en eût fait promesse, de fréquenter l'église et d'entendre la messe. Certains de trouver là, terrible épouvantail, 4 ou 5 mendiants assis sous le portail. Et n'ayant jamais vu d'argent blanc ni d'or jaune, Bleuette n'avait pas de quoi faire l'aumône. C'était son gros chagrin. Elle se consolait de coudre ses habits la reprise et l'ourlet, et d'être fagotée ainsi qu'une grand-mère. Malgré tout, elle était jolie, et ses chimères, de croire qu'à son âge, elle n'en savait rien. Mais comme elle souffrait, et de son cœur chrétien, quelle plainte montait, à Dieu seul entendu, lorsqu'il fallait passer devant la main tendue d'un pauvre et ne pouvoir rien mettre en cette main. Le dimanche surtout, tout le long du chemin, quand elle revenait seule, portant son livre, dans ce parfum d'encens qui longtemps vous enivre, tout le long du chemin, ce n'était que vieillards, femmes portant marmot, aveugles, béquillards, qui couraient sur ses pas en criant leur souffrance. Les vieilles à bâtons faisaient la révérence, et les petits enfants envoyaient leurs baisers. Elle ne trouvait pas de mots pour refuser, mais le front bas, les yeux baissés, rouge de honte, elle passait, prenant sa marche la plus prompte, et pleurait, une fois rentrée à la maison. Un dimanche, c'était au temps de la moisson. Elle vit, au moment de revenir de vêpres, tant de pauvres couverts de loques et de lèpre. Aux marches du parvis, assis et l'attendant, le cœur lui manqua, rien qu'en les regardant. Bleuette n'osa pas affronter la sortie, et se souvint alors que, vers la sacristie, une porte s'ouvrait sur le chemin des blés. Elle allait donc, le cœur tremblant, les yeux troublés, prendre par ce chemin quand, sous la colonnade, une vieille portant la jupe en cotonnade, les lourds sabots de bois et le vaste bonnet des aïeuls, mais qui, dans une main, tenait, en s'appuyant dessus, une longue baguette, apparut tout à coup, et, venant vers Bleuette, lui dit « Ma fille, il faut retourner sur tes pas. Tout ce qui peut tomber sous ta main ne crains pas de l'offrir sans rougir aux mendiants qui passent. L'aumône n'a de prix que par la bonne grâce de celui qui la donne. Enfin, avec 2 mots,
avec un bon sourire, on calme bien tes maux. Va, on te saura gré du nom de braver. Bleuette, qui vit bien que la vieille était fée, répondit poliment que d'aussi bon avis, comme un ordre, devait par elle être suivi. Puis, ayant salué, prit sa route ordinaire. Les mendiants, suivant le flot du populaire, s'étaient tous éloignés durant ce moment-là, et, seule, par les blés, Bleuette s'en alla. Elle cueillait, avec un vague espoir dans l'âme, un gros bouquet de fleurs des champs, lorsqu'une femme, qui se tenait assise au revers d'un fossé, l'aperçut, se leva, d'un air triste et lassé, et, craintive, les yeux en larmes, vint vers elle. « Ayez pitié de moi, ma belle demoiselle, » dit la femme. « Aux moissons, d'ordinaire, je suis vos vassaux en glanant tout le blé que je puis. Je suis veuve, je suis bien pauvre et point hardi. Mais cette fois, voyez, je sors de maladie, j'arrive la dernière et tout est ramassé, et je meurs de fatigue au bord de ce fossé. » « Hélas, lui répondit la bonne demoiselle, je n'ai pas même un sou dans ma pauvre escarcelle. Mais prenez ce gentil bouquet de fleurs des champs, et vous pourrez l'offrir aux quelques braves gens qui voudront, j'en suis sûr, adoucir votre épreuve. » Sans vouloir refuser l'humble cadeau, la veuve souriait cependant d'un air découragé. Mais quand elle l'eut pris, le bouquet fut changé, aux merveilles admirables, en une énorme gerbe de brillants épis d'or, plus grosse et plus superbe que celle que l'on porte à monsieur le curé. Comprenant que c'était un don inespéré que lui faisait ainsi la bonne vieille fée, Bleuette, l'âme heureuse et toute réchauffée, laissant l'autre charger d'épis son tablier, se sauva par le bois et cueillit au hallier d'autres fleurs pour tresser une belle couronne. Elle allait, en songeant la sainte baronne, sa mère, à cette fée, au miracle accompli. Quand un petit gamin en haillons, mais joli, à croquer, et marchant pieds nus dans la poussière, à son tour aborda la jeune bouquetière, et lui dit, le cœur gros et tout tremblant d'émoi, « Ma belle demoiselle, ayez pitié de moi. Depuis l'hiver, je suis orphelin. Mon aïeul, elle a 80 ans, avec moi reste seul. Travailler, mais je suis trop jeune, on ne veut pas. Et sous ce toit croulant que vous voyez là-bas, j'ai laissé grand-maman sans pain, sombre et muette. Prends seulement ces fleurs de hallier, dit Bleuette, pour les donner à qui calmera vos douleurs, car je n'ai rien. » Mais quand la couronne de fleurs fut entre les deux mains du pauvre petit mioche, elle devint un rond énorme de brioche, toute chaude et dorée ainsi qu'un pain béni. Bleuette, bien avant que l'orphelin finît de s'étonner, s'enfuit et gagna la grande route. Un beau lys frais et clos poussait au bord, sans doute, pour qu'à s'en embellir elle se décida. À l'ombre d'un noyer, elle vit un soldat qui s'était assis là, sur une grosse pierre, sac au dos, s'appuyant sur sa longue rapière. Cet homme paraissait de fatigue épuisée. Son front, il revenait de la guerre, blessé, saignait sous un bandoulier d'une ficelle. Et ce soldat lui dit, « Ma belle demoiselle, l'étape était trop longue et le cœur m'a manqué. Mais le bon vin remet un homme fatigué. Et vous devriez bien, la peine n'est pas lourde, au village voisin à lui remplir ma gourde. » J'y cours, pauvre soldat, mais le village est loin, et vous vous ennuierez tout seul dans votre coin. Le parfum de ce lys vous tiendra compagnie. L'homme d'armes sourit et, sans cérémonie, prit entre ses doigts noirs le calice embaumé. Mais, quand il le toucha, le lys fut transformé en un grand anna plein de vin de la Moselle, où le soleil dardait une fauve étincelle.
Bleuette ne vit plus de pauvre ce jour-là. Mais dans tout le pays, vous pensez qu'on parla et que tous ses bienfaits laissèrent une trace. Or, son père, le soir, revenant de la chasse, trouve tous ses vassaux émus et rassemblés, et tous de lui parler de la gerbe de blé, comme de la brioche énorme et du grand verre. Il n'en peut plus douter, c'est un fait qu'on avère, et sa cupidité s'en réjouit déjà. Donc, après le souper, que le baron mangea sans appétit, et quand l'unique domestique eut enfin desservi la table très rustique, il attira Bleuette entre ses deux genoux. « Maintenant, lui dit-il, nous sommes entre nous. Reçois mon compliment. Vrai, tu n'as qu'y coiffer. Je sais l'étrange don que t'a fait cette fée, et j'en veux sur moi-même essayer le pouvoir. Fais-moi quelques présents, ma mignonne, pour voir ce qu'il va devenir dans la main de ton père. » Malgré tout mon respect, dit Bleuette, j'espère que vous laisserez là ce projet dangereux. Je n'ai reçu ce don que pour les malheureux, et non pour augmenter le bien de la famille. Laisse-moi donc. C'est trop de scrupules, ma fille. Donne-moi seulement, rien que pour essayer, la médaille de plomb qui pend à ton collier. Le pire qu'il se peut faire, c'est qu'elle reste, ce qu'elle est, un bijou de valeur très modeste. Mais si nous la voyons être soudainement, un lourd médaillon d'or ou bien un diamant, c'est qu'aussi ton pouvoir nous échoue en partage. Bleuette n'osa pas résister davantage, et mit, bien qu'à regret, dans la main du vieux fou, la médaille de plomb qui pendait à son cou. Mais l'avare frémit quand il l'eut empoignée, car il ne tenait plus qu'une horrible araignée, toute noire, effroyable, avec des bras velus. Faisant pour la jeter des efforts superflus, l'avare serait mort d'effroi dans la bataille. Mais la bête ne fut que la simple médaille qu'elle était. Quand l'enfant l'eut reprise en sa main, le baron réfléchit et, dès le lendemain, à Bleuette il fit don d'une pleine aumônière. Cette merveillale ne fut pas la dernière qu'accomplit cependant la mignonne aux yeux bleus. Elle avait conservé son don miraculeux et, quand elle sortait des vêpres, le dimanche, le sou qu'elle donnait devenait pièce blanche. Le simple écu d'argent devenait un marque d'or. Et le marque un bijou plus précieux encore. Si bien que sa gentille et bonne renommée, au Landgrave électeur, fut un jour affirmée. Et s'étant enseigné dans le pays entier, il la voulut pour femme à son seul héritier. Il se fit tout d'abord annoncer par un page, et vint enfin lui-même, en superbe équipage, confier au baron le désir qu'il avait. Le fils de l'électeur, gentilhomme parfait, plut à Bleuette dès la première croisée. Et la noce, bientôt après, fut célébrée, avec tant d'allégresse et de luxe inouï, qu'on en parle là-bas, même encore aujourd'hui.